Descendre dans un mini sous-marin n'a pas toujours été considéré comme une lubie de milliardaire. Des recherches pour cadeaux en char sont menées chaque jour avec de petites machines sous-marines autonomes et mobiles. Mais si quelque chose tourne mal dans ces sous-marins, les conséquences sont catastrophiques. Voici la panne fatale lors de la tragédie du submersible Sea Link. Le Smithsonian a commandé un submersible exceptionnel pour une équipe de 4. Le Sea Link servait à des missions de recherche marine telles que la collecte d'échantillons et la surveillance des écosystèmes. Ce jour-là, une équipe allait descendre vers un récif artificiel pour récupérer un piège à poissons qu'ils avaient placé la veille. Ce récif a été créé en immergeant un navire de la marine désaffecté, l'United States Shipbury. Les scientifiques s'intéressaient à la vie marine qui s'était développée autour de celui-ci, et le piège aiderait à surveiller les différentes espèces de poissons présentes dans la zone. Le docteur Robert Meek et le pilote Jock Menzies descendront pour récupérer le piège avec le bras multifonction du Sea Link. Pour une descente rapide, 2 observateurs sont montés à l'arrière du Sea Link pour la récupération. Clayton Link et Smokey Stover seraient dans la chambre de plongée sans prévoir de sorties extérieures. Le Sea Link a 2 chambres séparées. La partie avant était une bulle en acrylique offrant une vue sous-marine quasi panoramique. Cela a aidé le pilote à voir toute la zone autour lors de son placement. La chambre arrière ressemblait à une cloche de plongée. Ce compartiment pouvait être pressurisé comme la pression de l'eau de mer. Ensuite, la trappe s'ouvrait pour que les plongeurs sortent sans inonder la chambre. Après la plongée, les plongeurs retournaient un peu dans la chambre et fermaient la trappe. Ensuite, la cloche serait lentement décompressée à bord du navire. Pour revenir à la pression normale au niveau de la mer, soit une atmosphère, ce voyage ne devant être qu'une collecte rapide, il ne pensait pas être absent longtemps. La pression interne du Sea Link étant maintenue au niveau de la mer, la décompression ne serait pas requise. À 8h36 du matin, le jour de la fête des pères, dimanche 17 juin, Jock a piloté le Sea Link jusqu'au fond marin pour presque la 100e fois. En 10 minutes, ils avaient descendu 360 pieds jusqu'à l'épave du navire. Le docteur Robert Meek regardait autour de lui pour localiser le piège à poissons. Jock a navigué prudemment autour du récif pour atteindre la zone où le bras pouvait atteindre le panier à poissons et a tenté plusieurs fois de ramener le piège avec le bras du Sea Link. Des tentatives ont été faites sous différents angles pour percer la cage du piège, mais ils n'ont pas réussi à le récupérer. Après 30 minutes, Jock a abandonné la tentative de récupération et a décidé de quitter la zone pour commencer la remontée. Le Sea Link reculait prudemment devant les rampes, poteaux et équipements du navire rouillé, puis s'est brusquement arrêté avec un à-coup. Jock a aussitôt utilisé les propulseurs pour tenter d'inverser leur direction. Plusieurs tentatives en avant et en arrière n'ont pas permis de libérer le véhicule. Robert Meek et Jock examinaient la bulle en acrylique pour comprendre ce qui les bloquait. Ils ont demandé à Clayton et Smokey, 2 plongeurs expérimentés, de regarder par les petits hublots arrière pour obtenir plus d'informations. Smokey Stover, pilote de sous-marin chevronné, et Clayton Link, directeur de la plongée au Smithsonian. Malgré l'expérience de l'équipe, un câble du navire a accroché un dispositif du véhicule. Jock a appelé immédiatement le navire pour signaler la situation. Après 15 minutes à tenter de les libérer, il était sûr qu'une aide extérieure serait nécessaire pour couper ou détacher le câble. Il était 9h45 un dimanche matin, et ils étaient à bloquer sous 110 mètres d'eau de mer. Le navire de plongeurs a sollicité l'aide de la marine. Ils auraient un besoin de plongeurs hautement qualifiés pour descendre dans l'environnement complexe d'un navire coulé. Le petit submersible était bien calé, entouré par un immense navire tout autour de lui. L'équipe à bord du navire, ainsi que les 4 hommes à bord, calculaient tous les facteurs pouvant affecter leur sécurité. Le principal facteur était l'air. Les 2 compartiments paraissaient avoir assez d'oxygène et de moyens pour éliminer le CO2, assurant un air sûr pendant près de 2 jours. Jock et Robert étaient à l'avant, entourés d'une bulle d'acrylique de 5 cm d'épaisseur. Ils distinguaient à peine les 2 hommes à l'arrière, mais pouvaient leur parler via l'interphone du sous-marin. Clayton et Smokey étaient dans un cylindre en aluminium de 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Ils ont essayé de s'installer confortablement, attendant l'arrivée des plongeurs de la marine, regrettant tous les 2 leur choix de vêtements ce jour-là. Ils pensaient descendre rapidement et n'avaient donc pas quitté leurs shorts et t-shirts. Assis dans un tube métallique dans une eau à 45 degrés, ils commenceront déjà à avoir froid.
Les hommes parlaient à Toque de divers sujets pour passer le temps, et une légère anxiété flottait dans l'air. Souvent, ils restaient seuls avec leurs pensées pour préserver l'air et rester calmes. Ils étaient avant tout des experts et pouvaient facilement envisager une demi-douzaine d'options pour libérer le vaisseau. Pour l'instant, le mieux était de rester et de laisser d'autres descendre aider. Pendant tout ce temps d'attente, les gars à l'avant repensaient aussi à certaines de leurs décisions. Quand Jock s'est enfermé dans la bulle en acrylique, on lui a dit qu'un ventilateur du filtre à dioxyde de carbone ne marchait pas. Il pensait que l'air était correct et qu'il ne resterait pas assez longtemps en bas pour que le monoxyde de carbone 2 devienne un problème. Au fil du temps, il est devenu clair que le dioxyde de carbone posait problème. Sans ventilateur, il devait ouvrir la cartouche de baralim qui absorbait le monoxyde de carbone 2 de l'air. Le ventilateur fait normalement passer l'air dans la cartouche et expulse de l'air purifié. Jock prit la cartouche de baralim et la vida dans un t-shirt, puis il tint cette poche devant le ventilateur de la climatisation. Le baralim pourrait ainsi agir et maintenir l'air confortable durant l'attente. Les gars à l'arrière commençaient à avoir froid. La coque en aluminium avait un coefficient de transfert de chaleur élevé, bien plus élevé que l'acrylique de 5 cm d'épaisseur qui entourait le compartiment avant. Après 6 heures d'attente, ils devenaient anxieux. Leur respiration s'alourdissait tandis que leur température chutait. Clayton et Smokey s'avèrent aussi que quelque chose d'autre n'allait pas. Ils avaient l'impression d'étouffer sous les couvertures, quelque chose contre leur visage. Les niveaux de monoxyde de carbone 2 auraient défendu tenir un jour de plus, mais ils constatèrent déjà un grand changement. Jock a contacté les gars sur le vaisseau pour leur demander de recalculer l'efficacité du baralim à des températures plus basses. Les hommes à bord étaient les meilleurs dans leur domaine. Ils utilisaient dans les tableaux de la marine et comptaient le concepteur des Sea-Link. Il était désespéré de voir à quel point leurs calculs sur l'efficacité de l'épuration du monoxyde de carbone 2 étaient un de faux. Edwin Link avait passé des années à construire ce sous-marin et avait effectué 130 plongées sans problème ces dernières années. Alors qu'il finalisait les nouveaux calculs, Edwin était stupéfait. À cette température, les hommes du compartiment du plongeur n'ont que 15 heures d'air. Edwin Link voulait sauver les 4 hommes, mais l'un d'eux comptait particulièrement pour lui. Clayton Link, le directeur de la plongée du Smithsonian, était son fils. Il avait jusqu'au soir pour sauver son fils d'une mort atroce. Le navire de sauvetage est arrivé dimanche à 16h15. Le navire a mis des heures à se placer près du Sea-Link et à localiser précisément sa position. Ils utilisaient une méthode simple, descendre une lumière et demander au Sea-Link la direction à suivre pour s'en rapprocher. À 22h45, 2 plongeurs en scaphandre ont été envoyés pour localiser le sous-marin et couper le câble qui le piégeait. Ces 2 plongeurs étaient reliés à leur navire par des tuyaux d'air, de l'eau chauffée et des câbles de communication, tous regroupés dans un ombilical qui limitait leur mouvement. Il y avait des rampes, des poteaux et des câbles, tous entrecroisés sur le chemin qu'ils essayaient de traverser. Même s'ils franchissaient un obstacle, ils risquaient donc d'accrocher leur ligne de vie au suivant. Après 1 heure à tenter d'atteindre la liaison maritime, les plongeurs ont été rappelés pour se regrouper. Ces plongeurs de la marine devaient sauver les hommes de la liaison maritime. À présent, la situation devenait rapidement mortelle. La baralim atteignait sa limite d'absorption, causant chez les hommes de la chambre de plongée une respiration accélérée, confusion, anxiété et maux de tête. Chaque respiration semblait superficielle et oppressante, comme s'ils ne pouvaient pas pleinement gonfler leur poitrine. À 22h25, ils sont passés à l'utilisation de masques faciaux pour respirer directement un mélange d'oxygène et d'hélium et bloquer le dioxyde de carbone accumulé dans la pièce. Ils savaient en son que les plongeurs de la marine étaient dans l'eau, alors ils devaient juste tenir encore un peu plus longtemps. Ils étaient tout loin de se douter que les plongeurs n'atteindraient jamais le Sea-Link. Clayton et Smokey grelottaient, vêtus d'un simple t-shirt et short, coincés dans une boîte métallique entourée d'eau à 45 degrés. Les hommes étaient restés assis, heure après heure, attendant l'arrivée des secours, tout en utilisant leur dernier air respirable, grelottant ensemble, rêvant d'une tasse de café bien chaude. En apprenant le rappel des plongeurs de la marine sur leur navire, ils ont compris qu'ils devaient agir. Ils ont augmenté la pression dans le compartiment pour tenter d'élever la température dans la chambre. En général, augmenter la pression accroît les collisions entre particules d'air, générant de la chaleur.
Peut-être qu'au moment où la pression atteindrait la profondeur à laquelle ils se trouvaient, soit 12 atmosphères, ils seraient suffisamment réchauffés pour tenter eux-mêmes une plongée extérieure. La pression augmentait lentement, mais les hommes souffraient. Jock et Robert voyaient rendre les hommes seulement par un petit trombitrou. La température baissait dans la chambre du pilote, mais l'isolation était bien meilleure. La zone occupée par 2 hommes, entourée de plastique épais, restait nettement plus chaude. Leur baralyme filtrait encore le dioxyde de carbone, mais son efficacité était limitée dans le temps. L'estimation montrait que la chambre du pilote serait dangereuse après 30 heures. Ils étaient déjà dans le sous-marin depuis 16 heures. Il était minuit et la pression dans la chambre de plongée atteignait 12 atmosphères. Les hommes ont pu ouvrir la trappe inférieure et envisager une plongée extérieure. C'était évident que cela ne fonctionnerait pas. Il manquait donc d'équipements de plongée adaptés et l'eau glacée les aurait rapidement neutralisés, alors qu'ils étaient donc estimés déjà faibles et peinaient à rester conscients. Jock et Robert communiquaient régulièrement avec les hommes via l'interphone, mais ont entendu des bruits étranges. À travers un petit trou, ils pouvaient maintenant voir les hommes convulsés. Jock a signalé la situation au navire à 1h12 du matin. Edwin Link, frénétique, se sentait totalement impuissant à sauver son fils. Les plongeurs de la marine ont entamé une seconde tentative d'atteindre le Sea Link après le repositionnement du navire. À 1h30 du matin, les courants emportèrent les hommes si loin qu'ils ne pouvaient plus rejoindre le navire. Alors qu'ils étaient rappelés au navire pour la 2e fois, les espoirs de sauver Clayton Link et Smokey Stover s'amenuisaient. Ils ne pouvaient ainsi pas pleurer cet échec et devaient poursuivre pour sauver les 2 hommes encore vivants. Jock et Robert étaient dévastés. Ils luttaient pour leur survie et à seulement quelques mètres, leurs amis étaient errants morts. Il y a moins de 24 heures, ils étaient en partie pour une courte expédition sous-marine de routine, et maintenant ils avaient disparu. La chambre du pilote disposait encore de plusieurs heures d'air respirable avant qu'eux aussi ne subissent la même mort atroce. Des plongeurs en scaphandre, une cloche avec 2 autres plongeurs et un robot sous-marin ont été envoyés pour mieux observer la situation. Toutes ces tentatives ont nécessité une préparation massive de la part de différents navires, mais au final, elles ont toutes échoué. La situation devenait désespérée. C'était la 28e heure, le baralyme était fini. Il était de 12h40 le lundi après-midi, et ils utilisaient maintenant leurs masques faciaux pour respirer directement l'air d'urgence. C'était la fin pour ces 2 hommes. Une fois l'air d'urgence épuisé, ils devraient respirer du dioxyde de carbone, ce qui les tuerait inévitablement. Jock et Robert tentèrent de rester calmes et d'utiliser leurs ressources judicieusement. Ils combattaient la claustrophobie de cette petite sphère depuis une journée, respirant un air oppressant comme sous une serviette. Assis en silence, ils cherchaient comment sortir, pensant ensuite à leur famille et à la peur de l'avenir. L'équipe du vaisseau se rassemblait. Tous leurs efforts avaient tant échoué, chaque tentative était un échec difficile à surmonter. Un navire de sauvetage est arrivé avec une caméra submersible. Elle était sur une plateforme envoyée au fond pour évaluer les sites de sauvetage. Après un rapide coup d'œil avec leur caméra submersible, une idée a surgi. Ils ont attaché un grappin à la caméra et l'ont renvoyé au fond. En accrochant une partie stable du Sea Link, ils pourraient en fait le remonter à la surface avec un treuil. C'était une idée risquée, mais ils n'avaient en plus d'options et ces hommes allaient en mourir dans les prochaines heures. Malgré l'équipement de fortune, ce plan insensé a fonctionné. Le cadre de la caméra a été déplacé vers le Sea Link où ils ont fixé le grappin. En quelques minutes, le Sea Link a été remonté, Jock et Robert extraits de la bulle en acrylique et mis en chambre de décompression. Malgré leur confrontation avec la mort certaine, les hommes ont été déclarés aptes médicalement après seulement quelques heures. Après 12 heures de décompression, Clayton Link et Smokey Stover ont été sortis du sous-marin et conduits à l'hôpital. Ils ont été déclarés morts et les autopsies ont confirmé une acidose respiratoire causée par une intoxication au dioxyde de carbone. Après enquête, plusieurs changements ont été recommandés pour les submersibles et les procédures de sauvetage. Edwin Link a repensé le Sea Link, dont une nouvelle version fut utilisée pendant des années après l'incident. La perte de ces hommes a conduit à de nombreux changements dans la sécurité, les procédures de sauvetage de la marine et la conception des véhicules d'exploration.
Merci.